Et de l'autre côté, on a un Chimaev qui, malgré la victoire contre Kamaru Usman, a montré des grosses failles. Pétard mouillé. Je pense que si le combat avait été sur 5 rounds contre Kamaru, ça aurait été compliqué. Ça te dit de parier sur le combat de ce week-end? D'ailleurs, vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari avec le code Gabriel et le lien dans la description. Code Gabriel, que le meilleur gagne, vive la France. Et je te propose un truc, vu que les paris me réussissent, celui qui gagne le pari, paye un pas de taille. Deal. Mathieu, la nouvelle est fraîchement tombée. L'UFC va organiser un événement pour la première fois en Arabie Saoudite le 22 juin, donc d'ici 3 mois. Alors, fait étrange, c'est une très grosse carte qui a été annoncée. Il y a déjà 6 combats qui sont tombés. Mais ça ne sera pas un UFC numéroté, ce sera un UFC Fight Night, donc ça sera diffusé sur ABC, chaîne américaine, avec pour main event Robert Whittaker contre Khamzat Chimaev. Très 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 gros main event. Oui, mais c'est compliqué en fait de mettre un UFC numéroté dans un nouveau pays où tu veux t'intégrer. On voit quand, pareil, l'UFC France, c'est pas des UFC numérotés. Les UFC qu'il y avait en Suède, les UFC au Mexique, c'est jamais des UFC numérotés. Pourquoi mettre un UFC numéroté sur un nouveau pays que tu veux tester? Ça aurait été étrange, mais on sent quand même une grosse volonté de l'UFC de s'intégrer de manière forte en Arabie Saoudite, puisque on aura quand même une grosse tête en main event. Khamzat Chimaev contre Robert Whittaker. Gros nom, grosse hype derrière. Limite, la carte est plus intéressante que celle de l'UFC 300. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le... Bon, selon moi, hein, je vois que tu avais l'air capé. Ouais, Je vois ouais. que- Dis-moi un peu ce que tu en penses. Donc, ce que je pense de ce combat d'annoncé, donc entre Whittaker et Chimaev, c'est un combat vraiment, je dirais, contender pour la ceinture. Pour moi, c'est celui qui gagne aura un title shot sûr et certain, donc contre Dricus du Plessis. Et ce serait pas étonnant en soi, hein, parce que c'est vrai qu'ils arrivent rapidement au title shot, mais Dricus, il est arrivé super vite aussi, hein. Sean est arrivé plutôt vite également. En fait, la catégorie middleweight, c'est une catégorie qui bouge vraiment beaucoup, qui est très active. Donc, tu vois que tu peux rapidement arriver au top du top. Bon, Robert, ça fait longtemps qu'il est dans la catégorie. Hamzat, par contre, ça fait relativement peu de temps qu'il a l'UFC. Enfin, il n'a pas encore tapé les ultra gros noms. D'ailleurs, j'ai une petite frustration quand même en moi, parce que ça fait longtemps que Hamzat, il se titille un petit peu avec Polo. Ils n'arrêtaient pas sur les réseaux et tout. J'aurais bien aimé voir ce combat. Parce que c'était un combat c'était une super belle opposition, autant physique que technique. Chacun avait ses atouts. C'était vraiment un combat. Sur papier, ça allait être explosif. Bon, après, tu peux jamais trop dire sur papier, ça va être explosif, ça peut être nul, ça peut être claqué le combat. Mais ce match-up avec Whittaker, il me régale également aussi, hein. C'est très très intéressant. Les deux ont des grosses armes. Robert, on sait qu'il est une lutte super efficace. On l'a vu défendre contre Yoel Romero de la plus belle des manières. Je le vois bien défendre contre Chimaev de manière aussi performante, mais c'est vrai que Chimaev, c'est encore un niveau au-dessus de Romero en lutte, je dirais, hein. C'est pas la lutte olympique de Romero, C'est une lutte ok. différente, c'est une lutte Ouais, vraiment axée MMA, on n'est pas sur une lutte freestyle, tu vois. exactement. C'est vraiment, il arrive très bien à enchaîner les techniques. Il a vraiment une lutte qui est pas, qui est un peu atypique, pas atypique, mais qui est un petit peu, comme tu l'as dit, très focus MMA, qui est vraiment ultra performante sur ce sport. Il a un C'est très pas bon chain wrestling, voilà, c'est ça. Voilà, alors que Romero, c'est vraiment de la lutte classique qu'il a apportée dans le MMA sans vraiment la modifier pour qu'elle soit plus viable. Chimaev, c'est limite, on a l'impression qu'il a développé sa lutte pour le MMA. Son sol, pareil. Donc je suis curieux de voir si Robert Whittaker aura le même succès face à Chimaev qu'il a eu face à Romero. Ça va être intéressant à voir. Mais en tout cas, sur papier, le combat est super équilibré. On a l'expérience de Whittaker face à la fraîcheur et la puissance de Chimaev et la technique. Ouais, ça va être un banger, ça, je le sens, moi. Alors comme tu dis, ouais, sur le papier, le combat est équilibré. Alors il y a les cotes qui sont sorties et Shimaev est déjà donné vainqueur. Alors pas d'une grosse différence, il a annoncé vainqueur à moins 225 et Whittaker est annoncé, enfin lui sa cote à lui est plus de 190. Oui, c'est pas étonnant, hein, puisque en Arabie Saoudite, il y a quand même je pense qu'il parie beaucoup. Je pense qu'il parie beaucoup et surtout, il mise beaucoup sur Ramzat. Il y a vraiment l'image un peu d'invincibilité de Ramzat qui règne encore là-bas. Ils ont vraiment envie de capitaliser beaucoup dessus, donc d'ailleurs, ils l'ont même fait venir, en Arabie Saoudite. Il me semble qu'il s'entraîne maintenant définitivement là-bas, qu'il a quitté le All-Star Ouais, et la Suède. Il s'entraîne exactement. définitivement là-bas, il a ouvert un gym là-bas. En tout cas, il a rejoint un gym ouvert par l'Arabie Saoudite. Donc il y a vraiment une volonté de mettre en lumière Ramzat et de l'intégrer complètement à l'Arabie Saoudite, qu'on l'associe à ça. Donc je suis pas du tout étonné de le voir favori en termes de matchmaking. Maintenant, bon, comme d'habitude, hein, les paris, ça veut pas dire grand-chose. La réalité du combat, elle est beaucoup plus complexe que ça, donc à voir. Alors petite nuance, je sais pas si c'est en Arabie Saoudite ou si c'est aux Émirats Arabes qui s'entraînent maintenant.
J'ai du mal à faire la différence. Moi aussi. J'ai du mal à faire la différence. Bon, on va dire que c'est à plus ou moins un côté. Et, alors comme pour revenir justement sur ce que tu disais, il y avait eu un passif entre Shimaev et Costa. On avait pu Mmh. voir une altercation, je crois que c'était à l'UFCPI d'ailleurs. Oui. Et bon bah du coup Shimaev a eu le vainqueur du combat entre Whittaker et Costa. Ça a été un très gros fight. D'ailleurs c'était la dernière sortie de Whittaker et on avait retrouvé pour moi un Whittaker un peu vintage, je dirais. Ah, quel combat, hein. Quel Ouais. combat, je l'ai revu il y a pas longtemps encore pour me remettre dans le bain. Waouh, une sacrée violence. On a vu quand même un Costa qui était toujours aussi résilient, qui avait malgré les dégâts qu'il prend au niveau des jambes, des calf kicks notamment, il arrive toujours à avancer et un Whittaker qui est vraiment dans l'intelligence, qui arrive parfaitement à gérer justement cette surpuissance physique de Costa. Il arrive complètement à utiliser plein de stratagèmes pour la mitiger et du coup, ouais, on le voit, il est revenu, il avait faim. Techniquement, il était bon, physique même s'il s'est fait surprendre sur le coup de pied retourné. Je Ouais. ne sais pas si tu te souviens de ce moment du combat où qui a été super, super stressant pour moi. J'ai cru qu'il allait perdre sur ça, ça aurait été bête. Il a montré un contrôle vraiment parfait de Polo. Est-ce qu'il pourra répliquer sur Khamzat? Parce que Polo n'a pas du tout les mêmes armes qu'un Khamzat, c'est ça le truc. Il est vraiment multidimensionnel alors que Polo est vraiment unidimensionnel. C'est un autre challenge. D'ailleurs, il y a eu une petite interview justement de Whittaker qui est sortie, donc il a dit, voilà, par rapport à ce combat, j'ai hâte. Bon, par contre, je ne peux pas rentrer trop dur, trop vite dedans. Je pense que c'est en parlant de son camp d'entraînement parce qu'il est quand même à 3 mois du combat. Mais bon, il a l'air d'être affamé. Par rapport à Shima, il dit que il sait que c'est un combattant dur, qu'il aime beaucoup le sol et qu'il utilise bien son allonge, et aussi qu'il a le KO power, qu'on avait pu voir contre c'est GM3. Alors son nom à chaque fois, Gérald Meerschaert. Meerschaert. Un Voilà. peu dur à Après, prononcer. donc après, il disait, honnêtement, tu sais, il aime jouer au vilain, avoir le rôle de méchant contre ses adversaires, ce qui est vrai. Mais c'est un combattant honorable. On va se retrouver dans la cage et on va avoir un combat solide. On va tout donner dans l'octogone. C'est pas un quitter. Je suis pas non plus un quitter. Comment tu traduis déjà quitter? À l'âge, Un plus lâche. ou moins. Voilà, qui abandonne pas. Et j'ai hâte de marquer l'histoire justement en Arabie Saoudite. Ouais, puis comme tu disais avant, c'est vrai qu'il faut pas qu'il rentre trop vite dans son camp puisqu'il a combattu récemment, mine de rien. Son combat avec Polo, il remonte à un mois, un Ouais, petit c'était peu en plus d'un mois. février. Février, ouais. C'est ça, c'était le 17 février, à l'occasion de l'UFC 298. Donc c'était il y a pas si longtemps que ça. C'est pas le moment de l'accélérer comme un malade, il a le temps. 3 mois, c'est vraiment une période qui est super large. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur justement, rentrer trop vite dans les camps et au final ils arrivent pas à le finir en bonne santé. Je le redis toujours, mais un camp, ça se fait comme ça, petit à petit. Tu peux pas arriver directement à être au maximum tout le temps, sinon tu vas péter, hein, c'est pas possible. Donc tu dois vraiment avoir, monté crescendo, donc il a raison, il faut prendre son temps, et puis voilà, hein, arriver tranquillement. Tu as juste besoin d'être au maximum de ta performance juste un jour. Tu as pas besoin d'être au maximum de ta performance pendant 30 jours ou 60 jours ou 90 jours. Dana White avait annoncé, enfin il a fait une promesse à Ramzat qu'il aurait normalement un title shot. Et ça s'était pas fait. On en avait parlé d'ailleurs il y a un petit Mmh. moment où il y avait des embrouilles justement entre Dana White et Shimaev. La question qui se pose aussi, c'est la performance qu'ils ont fait justement par rapport à leur dernière sortie. D'un côté, on a Whittaker qui est sur une grosse performance, qui a montré Masterclass. très très bon, voilà, masterclass. Et de l'autre côté, on a un Shimaev qui, malgré la victoire contre Kamaru Usman, a montré des grosses failles. Pétard mouillé, un petit peu pétard mouillé. Vous savez que, bah, tu vois, hein, il a été justement puni pour ça, puisqu'à la base, il devait accéder directement au title shot. Et Dana, même lui, s'est rendu compte de ça, du fait qu'il avait pas assez mérité ce title shot. Tout le monde pensait qu'il allait rouler sur Kamaru. Au final, ça a été une victoire qui était vraiment sur le fil du rasoir. Et il a besoin de se justifier. Il a besoin de montrer, en gros, je suis digne de la ceinture. Pareil, on revient encore à ce scénario, mais c'est vrai que Kamaru, c'est pas un vrai middleweight. Il a évolué tout le temps en 77. Il a jamais combattu en middleweight, il me semble, sur l'ensemble de sa carrière. C'est un peu compliqué de mettre un champion, donner l'accès au champion après seulement un combat avec un 77 en vrai. Ouais. Alors que là, Whittaker, pas de souci. Lui, il a déjà été combattre pour la ceinture à plusieurs reprises. Il est en 84 depuis très longtemps. Là, c'est vraiment un vrai challenger. Et si jamais il gagne ce combat, il aura largement mérité son accès à la ceinture. Et donc, combat qui sera sur 5 rounds. Voilà, on sait que le cardio de Whittaker, c'est quand même quelque chose qui tient. Voilà, qui est bien, bien, bien solide. Et justement, le combat contre Kamaru, on a pu voir que le cardio justement de Shimaev n'était pas à la hauteur, quoi. Ça a montré des lacunes. Ça a montré des lacunes. C'est que je pense que si le combat avait été sur 5 rounds contre Kamaru,
Ça aurait été compliqué. C'était en 3 Alors rounds, hein, le seulement, combat. ouais. Ouais, c'était en 3 rounds, ouais. Ouais. Ça aurait été compliqué. On sentait vraiment l'inversion de vapeur sur la fin du combat. Je pense que sur 5 rounds, Kamaru en serait ressorti gagnant. Il a l'expérience des 5 rounds, Khamzat ne l'a pas. Robert également a l'expérience des 5 rounds. Donc avec Khamzat, il a déjà un gros avantage. Maintenant, c'est un climat particulier, l'Arabie Saoudite. Khamzat sera sur le territoire pendant longtemps, vu qu'il peut se réparer là-bas. Whittaker arrivera les dernières semaines. Pareil, il y a une acclimatation à faire. Est-ce que ça peut jouer sur le cardio? C'est possible. Mais bon, je me fais pas trop de soucis vis-à-vis de ça par rapport à Whittaker. Il a toujours été OK. Il y a jamais un combat où il est arrivé, il était pas prêt physiquement, où il était pas prêt, il y avait plus de cardio. Jamais. Donc je pense qu'il va arriver comme d'habitude, bien acéré, bien prêt à combattre pour 5 rounds. Voilà, donc pour ce main event qui va s'annoncer du moins explosif. J'espère qu'il y aura pas la malédiction du MMA qui va se produire, où quand tu mets 2 combattants exceptionnels, ça fait un combat un peu un peu Ouais, moyen. comme Adesanya Romero par exemple. Mais Chimaev jusque-là n'a pas déçu, tu vois, même s'il a offert des performances de temps en temps moindres, il est toujours rentré à faire des bons combats, il a toujours offert quelque chose. Et on va enchaîner maintenant sur le co-main event justement de cette soirée, combat poids lourd. Puisque mis à part le main event, c'est vrai qu'ils ont quand même bien investi sur la carte. Tu vois qu'il y a beaucoup de combattants qui sont super intéressants, hein. Il y a du Pavlovich, du Volkov, du Askarat, du Johnny Walker, du Ozdemir, du Magomedov, du Gastelum. Donc il y a vraiment une carte qui est super impressionnante. C'est pas que le main event et le reste tombe à plat. Ça s'enchaîne. Les combats sont tous intéressants. Donc comme main event, comme tu l'as dit, Sergei Pavlovich contre Alexander Volkov. Donc Pavlovich, classé 3e de la catégorie heavyweight, contre Volkov, classé 6e. Alors Pavlovich revient à l'heure actuelle d'une défaite contre Tom Aspinall, c'était pour la ceinture intérim, justement des poids lourds. Et Volkov, lui, revient d'une victoire face à Tai Tuivasa par Ezekiel Choke. 3 victoires même, 3 victoires de suite. Tai Tuivasa, Alexander Romanov et Jairzinho Rozenstruik. Il enchaîne, Alexander. C'est vrai que Pavlovich, pareil, il enchaînait, puisqu'il était sur 6 victoires d'affilée avant de tomber sur l'os Thomas Spinal. En réalité, on est sur un bon combat. Les deux sont en forme. Pavlovich, on peut pas dire du tout qu'il est en pleine phase descendante, puisqu'il a combattu quand même un des boss de la catégorie poids lourd, Thomas Spinal. Et lui, de son côté, Volkov, pareil, sa dernière défaite, c'est le même. C'est Thomas Spinal. Donc, combat très équilibré sur papier. En tout cas, en termes de matchmaking pur. Duel de striker, mais un striking totalement différent. D'un côté, on a vraiment un tank, un bulldozer qui envoie des très lourds parpaings, on va dire. De l'autre, on a un striker plus mesuré, justement la personne de Volkov. Beaucoup de combinaisons, beaucoup de volume aussi. Un kickboxing un peu plus classique, mais attention, il se limite pas au kickboxing. On l'a vu sur son dernier combat contre Tai Tuivasa, c'est pas en striking qu'il a gagné le combat, hein. Il a gagné sur un étranglement, un Ezekiel Choke. Plutôt rare pour, pour un Plutôt striker. rare, même pour un grappleur, c'est une soumission qui reste rare. Et Ouais, justement, ouais, pour que une personne comme Volkov le passe, c'est qu'il a plusieurs armes à son il arsenal. reste plutôt rare, sauf pour les Russes, hein, parce qu'on se souvient de Oleinik, qui la mettait absolument tout le temps. J'ai l'impression que c'est un petit peu devenu la soumission favorite des Russes. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les Ezekiel par rapport aux Russes? Donc on peut être surpris sur plusieurs dimensions du combat. Ça peut pas uniquement se passer en striking, même si, comme tu l'as dit, je vois plutôt un combat qui va être orienté striking. Alors autant tu vois sur le combat précédent, pour moi le vainqueur aurait aurait l'accès justement à un title shot. Autant par contre sur ce combat-là, je vois pas l'un des deux, même s'ils sont bien classés dans la catégorie, avoir justement un accès au title shot, que ce soit pour le titre tout court ou le titre intérimaire. Je te rejoins à 100%. Pour moi, je te rejoins à 100%. Il y aurait un combat intermédiaire à faire. Pourquoi pas contre Cyril Gane? Le gagnant affronterait potentiellement Cyril Gane, puisqu'on voit que Cyril Gane, il est pas trop bien en ce moment dans les papiers de l'UFC. Ça va être compliqué d'accéder directement à un title shot. Et ce sera soit, à mon avis, Cyril va soit prendre le perdant du prochain combat pour la ceinture poids lourd, soit un combat intermédiaire, c'est-à-dire le gagnant de Pavlovich-Volkov. Même Bah, s'il est déjà combattu contre Volkov, c'était un combat qui était plutôt serré. Contre Pavlovich, il n'a jamais combattu. Donc c'est deux combats qui sont potentiellement intéressants. Pas pour Cyril, c'est sûr, vu que lui, il voudrait accéder directement à la ceinture, mais en tout cas pour les autres protagonistes de l'histoire. Cyril donc combattra en main event normalement à l'UFC Paris donc le 28 septembre. Donc là l'événement est le 22 juin. Oui, ça pourrait laisser une plage pour récupérer. Parce qu'après la KT elle est un petit peu bouchée justement des heavyweight. T'as Jones et Stipe qui se courent après depuis un long moment. Il y a donc Aspinall qui lui veut Jones aussi depuis un long moment.
Il y a Curtis Blade, justement, après sa perf contre Jayton Almeida, qui se remet dans la course au titre. C'est un peu le micmac, cette KT heavyweight. Ouais, on pourrait voir, d'ailleurs, j'avais oublié, mais on pourrait potentiellement voir un Curtis Blade contre Cyril Gane. Je pense que ça pourrait être un bon test aussi pour voir la lutte de Cyril. On l'a pas Alors encore vu. justement, Curtis avait call out Cyril depuis un long moment, refus justement de Cyril, et maintenant, les médias ont posé la question justement à Curtis Blade s'il était intéressé par Gann, il a dit bah non en fait, c'est plusieurs fois que j'ai demandé, il a toujours refusé, maintenant... Donc tu Il vois, a raison. la hype de Blade est montée beaucoup Il a plus raison que... parce que ouais. voilà, la hype s'est totalement inversée à ce niveau-là. On avait un Cyril qui était vraiment le vent en poupe pendant longtemps et on voit qu'en ce moment, il est un petit peu justement en redescente alors qu'à l'inverse, le fait que Curtis ait battu Jailton, ça l'a remonté direct dans la hype puisqu'il a volé la hype de Jailton. En fait, Jailton avait vraiment une hype immense sur lui. C'était le next tueur brésilien du sol de la catégorie, le gros lutteur, gros niveau de sol. Grappleur, ouais. Et boum, KOT. KOT par Curtis. Et Curtis, il lui a littéralement volé sa hype. Il est complètement remonté dans les classements et dans l'opinion du public. Donc maintenant, c'est lui, en fait, qui n'a plus d'intérêt, qui a plus intérêt aucun à laisser sa place à Cyril. Cyril se retrouve vraiment dans une position qui est, pour le coup, horrible pour lui. En termes de comment dire, de placement dans le match, dans le classement, et position très sensible. Très sensible. Je pense qu'il va devoir accepter le prochain combat sans condition, en fait. Il va juste devoir dire, OK, bah, on prend ce qui passe. Donc prochain combat annoncé, c'est alors Akparast, Nasrat, contre Jared Gordon. Ton avis dessus? C'est pas des combattants que je connais forcément très bien. Je pense que des deux, celui que je connais le plus, c'est Jared Gordon. Je me souviens très bien de son combat contre Paddy Pimblett, qui, selon moi, il avait Il s'était gagné. fait voler. Il s'était fait Ouais, voler. il s'est fait voler complètement. Il avait vraiment été victime de la hype justement de Paddy, puisque à mon avis, à mon sens, c'était un combat qu'il avait largement remporté. Mais bon, on connaît l'UFC et sa tendance à faire gagner les favoris, donc je ne suis pas surpris. Nasrat, c'est un combattant que je connais moyennement, que je connais très moyennement. Il est sur 3 victoires d'affilée, sur des combattants qui sont expérimentés, John McDessie, Landon Quinones et surtout Jamie Mularkey, qui a l'UFC depuis longtemps, qui l'a fini en un round. Donc, un combat intéressant sur papier. Je vois quand même Nasrat devant. Je me souviens du combat Jared contre Paddy. J'ai pas été surpris par les performances de Jared. C'est ça qui est encore plus frustrant pour Paddy. C'est que j'ai pas été surpris par Jared, mais encore moins par Paddy. Alors que Nasrat, il a quand même, voilà, il est explosif. Sur ses 16 victoires, c'est 10 KO. C'est un combattant qui tape dur au mal. C'est un mec Ouais, agressif, c'est ça. ouais, C'est un mec ouais. agressif par rapport à Jared qui est, on va pas dire plus dans la prise de temps, etc. Mais Nasrat, c'est un mec qui rentre dedans, grosse combinaison, grosse frappe au point. On peut dire classique pour Gordon. Et de toute façon, les sondages nous donnent raison, puisqu'on voit sur les sondages Tapologie, Akparast, il est donné gagnant à 81%. C'est-à-dire C'est 80% des gens énorme. pensent qu'il va gagner. Après, bon, c'est aussi du fait que Jared ne soit pas forcément connu du public en général, mais c'est un bon indicateur. Après, ça veut rien dire. Moi, sur Tapologie, j'ai toujours été noté comme perdant aussi. Un jour, je m'en souviens, sur Tapologie, c'était écrit genre 98% de chance que je perde. Et le mec, je l'ai KOté au premier round. Donc, c'est pas non plus l'indicateur le plus précis, mais c'est un bon indicateur. Il ne faut pas seulement suivre les indicateurs, mais ça permet d'avoir un bon aperçu. Donc combat qui se tiendra dans la catégorie des lightweight. Exactement. Et on va enchaîner maintenant sur un autre match-up, donc dans la catégorie light heavyweight, entre Johnny Walker et Volkan Ozdemir. Ça, c'est un combat intéressant, par contre. De un, parce que c'est un copain, parce que Volkan le connaît, mais de deux, parce que c'est un combat de feu. Les deux sont des bagarreurs dans l'âme. À chaque fois, ils nous livrent des performances de malade. On n'a jamais été déçus des performances des deux, sauf Johnny quand il fait un peu trop de lutte. Mais en général, les deux, ils vont à la guerre. Il n'y a pas de souci à se faire sur ça. Ils vont à la guerre, alors c'est pas, je dirais, les plus précautionneux justement en combat. C'est des mecs qui prennent soit des knockdowns, soit mettent des knockdowns, ou mettent des KO, ou prennent C'est ce des qu'on aime. KO. Mais c'est ce qu'on aime. Justin Gagey, c'est pareil. À l'époque, il prenait un knockdown sur chaque combat, mais c'était que de la violence. On aime la violence et les gens aiment la violence. Donc c'est parfait. Alors Johnny est classé justement 7ème dans la catégorie de light heavyweight. Volkan il est classé 9ème. Alors, est-ce que tu peux nous faire juste un tout petit retour justement sur leur dernier combat, leur dernière perf? Ouais, Johnny, ça a été plutôt satisfaisant jusqu'à ce qu'il rencontre Magomed Ankalaev, en fait. Il était Ankalaev, sur c'est 3 un victoires. problème pour tout le monde enfin C'est un aujourd'hui. problème pour tout le monde, Ankalaev. Il était sur 3 victoires d'affilée. Il avait battu Yon Kutlaba, Paul Craig et Anthony Smith, donc des combattants pareils qui sont plutôt aguerris. Même si Anthony Smith est un peu en fin de carrière, même si Paul Craig est trop unidimensionnel, et même si Yon n'est pas le combattant le plus intelligent, il a quand même fait des belles performances. Par contre, avec Ankalaev, on parle à un autre niveau. On parle vraiment à un autre niveau. Il n'a pas perdu depuis très longtemps. Il n'a pas perdu depuis 6,
10 combats d'affilée où il gagne en Kalaev et sa dernière défaite était vraiment sur le fil du rasoir. Pareil, à la fin du combat, une soumission qui passe par Paul Craig. Mis à part ça, il est quasiment invaincu. Quasiment invaincu. Quasiment invaincu sur sa carrière professionnelle et surtout sa fin de carrière amateur a été ultra prometteuse. Je parle toujours pour Magomed. Donc c'est pas une défaite qui est humiliante pour Johnny. On voit vraiment que c'est, encore une fois, très performant. Il perd que contre le top du top du top. Magomed qui pour moi aura peut-être une chance pour arriver rapidement à la ceinture des 93, parce qu'on en parle très peu. Il n'est pas super connu, en tout cas surtout aux États-Unis et en Europe. Mais en Russie, voilà, combattant ultra performant. Ça m'étonnerait pas de le voir arriver dans le top du top du top, Mais dans le comme top tu 3 dis, du voilà, top. je pense que c'est ça le plus gros frein aujourd'hui à son ascension au title shot, c'est que bah, il est pas connu. Il n'y a pas de com autour et Il parle pas anglais. ouais, aussi. C'est un problème, il parle pas anglais. Dans mes souvenirs, il parle pas anglais, il parle que russe. Les gens n'aiment pas ça, surtout les Américains, surtout l'UFC, c'est une organisation américaine, faut pas l'oublier. Les gens n'aiment pas ça. Les gens veulent comprendre les gens. Ils veulent comprendre les combattants. Ça rajoute tout de suite un côté plus humain. Alors que quand tu passes par le traducteur, forcément, c'est pas la parole du combattant. Pour revenir à Johnny, du coup, voilà, combattant très frais, très explosif, très dynamique. Et en face, on a une brute épaisse, Volkanos Demir, qui a un parcours en ce moment un petit peu plus en dents de scie, on va dire. Sur ses 7 derniers combats, il a 3 défaites pour 4 victoires, donc quand même plutôt positif. De même, il a perdu contre des combattants ultra performants, Jiří Prochazka, ancien champion, Nikita Krylov qui trône dans le top de la catégorie light heavyweight depuis très longtemps, et surtout, il a également perdu contre Magomed Ankalaev. Et là, pour le coup, c'était un combat plutôt serré. Quand on a vu Johnny contre Magomed, c'était plus ou moins un massacre. On a vu qu'il y avait vraiment une supériorité technique dans Kalaev. Par contre, contre Volkan, voilà, c'était très serré. Volkan a mis des belles frappes. Ça aurait pu aller des deux côtés, même si on a vu une légère domination de Magomed. Donc, et pareil, non, j'ai bugué, pardon. Donc, c'est vraiment un combat, encore une fois, qui fait du sens, qui fait beaucoup de sens et qui est sur papier ultra, ultra intéressant. Moi, pour moi, le vainqueur de ce combat sera celui qui arrivera à temporiser le plus, ne pas rentrer tête baisse ou menton levé à la bagarre, euh, même si c'est dans leurs habitudes, justement. Ah ouais, après c'est ça le problème, c'est que je pense que tu parles un dialogue, un vocabulaire que les 2 ne connaissent pas. Temporiser, c'est un mot qu'aucun des 2 ne connaît. C'est ça qui fait leur charme, c'est ça qui fait que c'est des combattants qui sont toujours suivis, qui sont vraiment appréciés. C'est que c'est de la baston, c'est de la baston et justement, s'ils cherchent trop à temporiser, ils pourraient perdre le style qui les rend vraiment dominants. En tout cas, moi, c'est mon avis. On a vu Yon Kutlaba, c'est un très bon exemple, également dans la catégorie light heavyweight. Au début, il performait plutôt pas mal, il KO'tait tout le monde. Et ensuite, on l'a vu devenir hésitant, devenir un peu lutteur, devenir plus précautionneux. Et puis, il Parce se qu'il a faisait pris des KO'ter. grosses frappes, et Oui, justement, ouais, il a et il changé se son faisait style. KO'ter quasiment tout le temps après. Il perdait quasiment tout le temps. Donc, parfois, quand tu casses trop un combattant, quand tu veux trop le centrer, voilà, faut laisser ce côté fougueux un petit peu. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît. Maintenant, c'est vrai que pour les performances, pour en termes de, comment dire, de monter dans le classement, c'est risqué, c'est pas le plus intelligent, mais en termes de show, on adore. On adore. Donc très 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 gros fight. Ouais. Et pour parler de show, le prochain combattant de la carte, là, on a encore une fois un gros showman. Là. Shara Boulet Magomedov contre Ior Potieria. Alors, autant, je suis pas un spécialiste de Yor. J'avoue, c'est pas un combattant que je connais très très bien. Autant Chara, ça fait quelques temps que je le suis. Lui, pareil, c'est incroyable en fait. Hein. Il va y avoir que des Tchétchènes et des Dagestanais dans les tops en fait. On parlait de Magomed Ankalaev qui allait rapidement arriver au top de la catégorie light heavyweight. Et bien là, pour le coup, c'est Chara que je vois rapidement arriver au top de la catégorie middleweight. Il a vraiment un style particulier, pure box style. C'est quelque chose que tu trouves rarement en MMA. En MMA, c'est vraiment beaucoup centré sur le kickboxing, sur la boxe anglaise, sur les sports plutôt européens, on va dire, kickboxing hollandais, boxe américaine, tout ça. Lui, il a vraiment le style box style pur, qui est très rare à voir, des coudes ultra tranchants, des genoux qui découpent, les jambes qui montent très très facilement, une anglaise à perfectionner, comme la plupart des boxeurs taille, mais vraiment, il sait utiliser l'art des 8 nombres. Il est arrivé à l'UFC justement comme un très gros prospect. Son palmarès parlait pour lui. Il était à 11-0 si je dis pas de C'est ça. bêtises, dont 10 KO. Là, il a gagné justement son entrée à l'UFC contre Bruno Silva par décision unanime. Et c'est vrai que ça faisait bizarre de voir un Russe arriver et non pas en tant que gros lutteur, mais en tant vraiment que striker. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris sur ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que que les Tchétchènes et les Dagestanais ne font que de la lutte, mais pas du tout. Il y a des écoles, justement, un petit peu orientées Sanda. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y avait Zabit qui en faisait partie notamment. Une école un petit peu Sanda. J'ai plus le nom exact
du coach, mais tu as un coach qui est très, très connu là-bas, qui a ouvert une école qui est orientée vraiment 100 Sanda. Il a ramené ça d'Asie et il l'a importé dans le Caucase où il a pu un petit peu développer ça. Donc c'est pour ça que c'est pas surprenant de voir des mecs quand tu vois les mecs qui sortent du Caucase, souvent c'est des très bons kickers. Tu regardes Zabit, tu regardes Omar Nurmagomedov, tu vois Ousmane Nurmagomedov, tu vois Islam qui commence aussi également à intégrer les kicks. C'est pas du tout limité juste à la lutte, hein. Ils savent aussi très bien kicker. Maintenant, c'est vrai que l'anglaise, c'est pas la spécialité du Caucase. Ça, c'est vrai à 100%. Quoique j'ai un Dis-moi. petit peu menti, il y a quand même Beterbiev et bon, Arthur Beterbiev qui vient de l'anglaise, qui vient aussi du Caucase, mais bon, je crois qu'il a déménagé, il me semble qu'il s'entraîne pas là-bas. Alors, pour revenir aussi sur le profil de Potaya s'est surtout fait un nom à l'UFC pour avoir mis Shogun à la retraite. Il avait mis Shogun à la retraite, après il avait enchaîné 2 défaites On va pas se avant de... mentir, il Ouais, était déjà à moitié à la retraite au moment où il s'est voilà, on c'est va vrai. pas se mentir, ça reste entre nous. Mais c'est de cette manière pour moi qu'il s'est fait vraiment un nom justement à l'UFC et dans le MMA, même s'il a quand même il a un gros palmarès de 21 victoires et 5 défaites. Et sur ces 21 victoires, il a que 5 décisions, donc ça reste un finisseur. Ça reste un finisseur. Il a, je crois, à peu près une équivalence entre que ce soit soumission ou KO TKO. Il reste sur une victoire parce que justement après le combat contre Shogun, il a enchaîné 2 défaites. Mais ça reste un beau combat explosif justement pour la catégorie. On va avoir un duel, je pense, un duel de striking. Un duel de striking. Et tu dis très bien, un duel de striking, et ça tombe bien parce que le surnom de Yor, c'est dueliste. Donc on a un beau combat qui nous attend. Impatient de voir ça. Impatient de voir ça. Je dois avouer que j'étais un petit peu déçu de la première performance à l'UFC de Chara. Je le voyais vraiment, j'aurais bien aimé qu'il continue justement cette lancée de KO, vu qu'il a fait que ça précédemment dans sa carrière professionnelle. Maintenant, c'est vrai qu'on passe à un autre niveau de Bruno professionnalisation. Silva, ça reste un gros profil, ça reste très Voilà, très solide. voilà. En termes de striking, Bruno, il est quand même très élevé. Il avait combattu contre Alex Pereira, il s'était pas fait KOT, alors qu'Alex, il est connu pour KOT tout le monde, voilà. Il est très très dur à finir. Et d'ailleurs, sur l'ensemble de ses combats, il n'a jamais perdu par KO. Je parle de Bruno. Il n'a jamais perdu par KO. Ses seules défaites, c'est à la soumission, à la décision ou à la disqualification. Mais il n'a jamais été mis KO. Donc voilà. Sur papier, c'était un combat qui était difficile pour Chara. Ils l'ont pas mis le mec le plus facile. C'est un bon gardien de porte, quoi. Par rapport à la hype justement de Boulette, Mhm. Bulette, Bulette, je vais y Boulet. arriver, La de boulette. Bulette. Donc voilà, il y avait autour de ce personnage toute une hype. Bon, déjà au fait que c'était un combattant un peu Borgne. particulier parce que il est borgne. Voilà, c'est ça. Il est Il borgne. est borgne. Il a la cécité sur un œil. Je crois que c'était dû à une infection ou un truc comme ça. Plus bah après, enfin le look, voilà, le total. Il est arrivé vraiment avec un gros package, une grosse hype. Son entrée à l'UFC pour toi, ça a été une confirmation de cette hype ou un peu pétard mouillé justement? Je dirais pas pétard mouillé, mais pas non plus confirmation. Je pense qu'il a encore besoin d'un combat pour se confirmer. Parce que les gens sont encore sur leur faim. Il n'a pas réussi à finir Bruno, même s'il a mis des beaux kicks. Tu vois qu'il a un potentiel énorme. Tu vois vraiment qu'il a un striking fabuleux. Mais c'est vrai que voilà, c'était pas non plus le massacre auquel on s'attendait. Donc là, il a besoin d'une confirmation. Il a besoin justement de montrer sa domination sur Yor, montrer qu'il est vraiment au-dessus en striking, pour montrer qu'il est capable vraiment de dominer l'élite. Après, encore une fois, Bruno Silva, eh ben, il s'est pas fait KOT par Poatan, hein. Voilà, donc c'est pas non plus surprenant que Chara n'ait pas réussi à le KOT. Quand on parle de Poatan, on parle vraiment de l'élite du kickboxing et maintenant de l'élite du MMA, vu qu'il a été champion. Donc voilà, pas surpris du tout. Et pour terminer alors avec le dernier combat annoncé de cette carte, c'est entre Kelvin Gastelum et Daniel Dirod Rodriguez. Alors Dirod, moi quand j'ai vu son nom d'annoncé justement, j'ai tiqué un petit peu parce que je me suis dit attends, il y avait une affaire de dopage, de suspension, tout ça. Oui. En fait ce qu'il en est sorti c'est que il y a eu justement un contrôle antidopage qu'il a échoué. C'était bah, après sa défaite contre Yann Gary, si je dis pas de bêtises, en 2023. Il s'était fait popper pour des SARMs ou un truc comme ça. Et alors, il y a une sanction qui est faite par défaut, qui est de 1 an justement dans ce cas-là. Et il a pu prouver, bah, en apportant des preuves, que c'était par rapport à des suppléments en fait, des suppléments qui étaient contaminés. Et sa suspension a été réduite donc de 1 an, elle a été passée à 3 mois. Donc bah, il est aujourd'hui éligible justement à combattre. Et son nom, entre guillemets, aussi a été lavé par rapport à ces accusations de dopage. Et c'était que des toutes petites traces. Et il a été prouvé justement que bah, de ce qu'il a pris, de ce qu'il a été testé positif, à aucun moment ça a été bénéfique sur sa performance tellement c'était petit. Donc voilà, le nom de Daniel Rodriguez est clean en soi.
Oui, bah, pas 100 clean non plus, parce que Yoel Romero, il a aussi été justement tapé pour ça, pour contaminant, à l'intérieur de suppléments. Mais bon, je suis pas sûr que je suis pas sûr que voilà, je suis pas sûr que ce soit, 100 la faute des compléments que que Yoel soit comme ça. Donc c'est pas non plus lavé à 100, mais bon, c'est vrai, il a récolté certainement une bonne somme et en plus de ça, il a réussi à annuler une partie de son annulation de sa comment dire? De sa punition, Suspension. de sa suspension. Voilà. Oui, donc en tout cas, c'était pas le premier coup qu'il recevait puisque en plus de sa suspension, il revenait de 2 défaites. Il avait perdu contre Neil Magny. J'ai été très surpris puisque Neil Magny, pour le coup, quand on parle de combattant vraiment vieillissant, pour moi, c'est un petit peu l'exemple typique. Il a Bah, performé devant. Magny, c'est un mec quand même, je crois qu'il a le plus de victoires dans la catégorie welterweight, hein. C'est un gars Ouais. qui fait pas d'étincelles, mais c'est un mec qui perdure dans le temps et qui accroche comme ça de temps en temps Et des souvent, solides noms, les quoi. les combattants qui ont justement le plus de combats, le plus de victoires, tout ça, bah, à force, ça veut dire justement qu'ils sont là depuis perpète. Et quand tu es là depuis perpète, souvent, ça veut dire que la motivation, bah, elle est pas c'est pas illimité, hein. Que ce soit le physique ou la motivation, rien n'est limité donc souvent les gens qui sont là depuis perpète justement, ça devient un petit peu des faire-valoir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est Ouais. comme ça, c'est la vision que j'ai de Neil. Je dis pas c'est un mauvais combattant, attention, mais je le vois vraiment comme faire-valoir ou plutôt, on va dire, comme, gatekeeper, C'est ce c'est qu'ils en réel appellent, tu vois, à l'UFC, enfin, je sais pas si c'est péjoratif comme nom, mais des journeyman. Tu vois, Oui, oui, ouais. c'est ça, c'est ça. C'est un très bon récapitulatif, c'est un peu en gros, ceux qui vont trôner dans le milieu de la catégorie pendant longtemps. Qui vont toujours parfois monter, parfois descendre, mais jamais rester au top. Voilà. Les journeyman, c'est pas un terme qu'on connaît très bien en France, mais ça décrit très bien, le cas Neil Magny pour moi. Donc j'ai été surpris de voir Daniel Rodriguez perdre contre lui et j'ai été aussi surpris de voir, la défaite contre Yann Machado, le Cuck Gary, où Daniel avait perdu au premier round. Et alors, D-Rod, il était arrivé, alors même s'il est arrivé à l'UFC justement bah, à un âge, on va dire, avancé, la trentaine passée, pour moi, ça restait un bon prospect justement de la catégorie. Alors, pour de petits rappels, il a quand même un palmarès de 17 victoires et 4 défaites. Donc un palmarès vraiment très honorable. Il a 7 victoires et 3 défaites à l'UFC. Il a un très beau striking. Mmh. Il a accroché des bons noms quand même, comme Kevin Lee, par exemple. Mike Perry aussi, qui est également un très bon striker, hein. Et Jiang Li, qui a complètement disparu de l'UFC, qui était également, on va dire, un des prospects de la catégorie, hein, avant de se faire étrangler par Khamzat. Donc D-Rod qui sera opposé à Kelvin Gastelum. Alors Kelvin, profil compliqué. Profil compliqué. Il est arrivé très tôt à l'UFC, très jeune, je crois, vers l'âge de 22 ans. Il est sorti du Ultimate Fighter. Il a eu une chance au titre intérim contre Adesanya en middleweight. Et bah, après, ça a été une grosse carrière en dents de scie, mais je dirais même une carrière très C'est très plus de ouais. compliquée. C'est une Voilà. sacrée scie, hein. C'est plutôt une carrière en fossile, là, qui descend directement. Parce que là, on parle de 2 victoires pour 6 6 défaites, défaites. voilà, en l'espace de 5 ans. Alors, les 6 défaites, faut Oui. comment dire, temporiser parce que les noms qu'il a affrontés, c'est que des très très gros noms de la catégorie. Donc, on a Sean Brady, on a Mmh. Jared Cannonier, on a Whittaker, on a Hermanson, Darren Till et donc Et Adesanya. Adesanya. Voilà. C'est vrai que c'est que des gros noms. Malgré tout, il s'est jamais fait finir par KO. Il s'est Mais jamais il fait s'est fait KO'ter. soumettre. Voilà, dans ses derniers combats et même dans l'ensemble de sa carrière, il s'est jamais fait KO'ter. Alors si, il s'est fait soumettre par, Sean Brady et également par Jack Hermansson. Mais par contre, il s'est jamais fait KO'ter. Et là, on passe sur un combat avec Daniel Rodriguez où justement Daniel, il est en mode pur striker, hein. C'est pas un lutteur, c'est pas un gars du sol. Est-ce qu'il saura justement KO'ter pour la première fois Kevin? Bah, compliqué, en tout cas selon les pronostics, plutôt compliqué. C'est un bon combat, c'est un bon combat. Les 2 en phase descendante, mais surtout Kevin. Kevin a plus à prouver que Daniel, on va dire. Kevin a aussi une chose à souligner, c'est qu'il a changé de catégorie. Après des soucis de pesée, donc voilà, il a combattu en middleweight. Et après, bah, je pense aussi par rapport à son gabarit, Kelvin c'est je dirais un petit middleweight, Tout petit, 1m75. tout petit. 1m75. Il a descendu de KT. Il a dit ok bon bah là je vais faire je vais faire le switch. Il faut que je me relance aussi je pense. Ça c'est une chose qu'on voit quand même régulièrement. C'est des combattants qui leur KT habituel ne trouvent pas forcément le succès escompté et changent de catégorie. Soit ils montent, soit ils descendent. Mais en Là fait, il a fait ce choix là. c'est surtout comme tu dis, il a un profil un petit peu atypique parce qu'il est tout petit. Il est tout petit. Quand tu es tout petit, tu as 2 choix. Soit tu es un bon lutteur et tu es pas obligé d'être super rapide, d'être super explosif et tu fais un petit peu comme Khabib, tu fais un petit peu comme, Islam, tu colles, tu fais vraiment de la pure lutte ou soit, bah, tu es super rapide, super explosif et tu KO'es les mecs avec une grosse anglaise. Tu pas beaucoup de choix quand tu es petit. Tu peux pas te permettre de jouer à la distance avec des kicks, tu peux pas te permettre de jouer à la distance à travailler en mode sniper. C'est toi tu es une brute épaisse super rapide, soit tu es un lutteur. On sait que Kevin à l'époque,
il est rentré dans cette catégorie super rapide, boxeur super précis, Bah, il super avait donné dynamique. une guerre à Adesanya, hein. Il avait donné Oui, une guerre à il est rentré Adesanya. totalement dans ce style. Le problème, c'est qu'il vieillit. Kevin, il a 32 ans, ça fait longtemps qu'il combat. C'est plutôt ça qui est impressionnant, c'est que ça fait vraiment longtemps qu'il combat. Il commence à perdre justement cette vitesse, il commence à perdre de cette force, de cette explosivité en général. Il est moins dangereux debout. Donc il perd vraiment les seuls atouts qui venaient compenser son problème morphologique. Donc là, il faut qu'il soit intelligent et je pense que c'est un bon choix justement que de redescendre en catégorie pour venir combler ce manque de vitesse qu'il a aujourd'hui. Mais cette descente de catégorie, justement, elle était contre Sean Brady. OK. Malheureusement, bah, cette rentrée dans cette nouvelle catégorie s'est mal passée parce qu'il s'est fait soumettre par Kimura, justement, contre Sean. Après Sean, bon voilà, on parle d'un niveau de grappling exceptionnel. On sait que Kelvin, c'est pas le spécialiste du grappling. Dans sa carrière, il a surtout affronté des strikers. On voit que quand il a affronté des combattants un petit peu orientés sol, il a eu du mal. Sauf même avec Ronaldo Souza, il a eu du mal. Avec Hermanson, il a eu du mal. Voilà, c'est pas le meilleur grappleur du monde. Contre Tyron Woodley, il a eu du mal. C'est pas le meilleur grappleur, c'est pas le meilleur lutteur. Mais là, on part sur un combat pur striking. Donc, à voir. Donc alors un combat qui n'aura pas forcément une grosse incidence dans le ranking de la catégorie, juste deux beaux et gros noms qui vont s'affronter, avec un style de combat pas ennuyant en soi. Et plutôt similaire Ouais. en fin de compte, hein. Donc très appréciable pour le public. Voilà. Donc une carte sur papier magnifique, avec un main event super explosif. Alors, Et il y en a- il faut quand même, je pense, prendre des pincettes parce qu'on est à 3 mois de l'événement, et à 3 mois, il peut s'en passer des choses, des remaniements, des blessures, C'est vrai. des annulations, tout ça. Donc, mais en tout cas, ce que l'UFC nous a sorti là, c'est très très beau pour une première. C'est vrai. Moi, je ne le dis pas, mais j'espère bien que Volkov se blesse pour voir un Gane contre Pavlovich. Bah, du coup, je l'ai dit. Je ne le dirai pas, mais je l'ai dit du coup. Donc voilà. Voilà pour cette UFC Arabie Saoudite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire justement sur votre avis sur cette carte. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Os. Os.